Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que cette semaine s'est très bien passée pour vous, que vous avez passé une très bonne semaine, plein de bonnes choses, que les projets avancent, que tout bon quoi, tu vois, tout bon. Bon, j'espère que vous avez la pêche quand même, les amis. Cette semaine, une semaine plutôt chargée pour moi, c'était assez sympa. Là, demain, je rentre dans le nord, chez moi, parce que je dois rentrer pour visiter les deux logements que je viens de signer une offre. Et je vais également signer chez le notaire, ça c'est vendredi. Donc vendredi, je vais signer chez le notaire, pas très loin de chez moi. Pour ça, c'est donc les deux logements situés. Vous savez, les logements que je vous ai parlé avec une maison de 110 mètres carrés et une maison de 40 et quelques mètres carrés. Donc en plus, ça tombe bien parce que j'ai eu les devis des artisans pour les travaux. Et franchement, agréablement surpris. Pour vous expliquer un peu, c'est des nouveaux artisans que j'avais jamais. Attends, je vais bouger vite fait le micro. Voilà, hop. C'est des nouveaux artisans que j'avais jamais prospecté. Et en fait, parce que j'avais mon équipe. Et en fait, une majeure partie de cette équipe est partie dans le sud, vivre le rêve sudiste, si on peut dire. Et ils sont partis dans le sud, donc du coup, j'avais plus d'artisans sur mon secteur. Donc là, pour l'instant, au niveau du devis, je suis agréablement surpris. Je prends en majorité des artisans auto-entrepreneurs, comme ça j'ai pas de TVA. Donc ça me fait gagner aussi au niveau du prix. Et franchement, j'avais budgétisé un budget travaux un peu plus conséquent que ça. Maintenant, bon, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on verra la qualité. Pour l'instant, je suis agréablement surpris au niveau des tarifs. Sinon, je vais visiter aussi les logements pour lesquels j'ai signé l'offre et j'ai déjà rendez-vous à la caisse d'épargne. Et justement, c'est un sujet que certains auditeurs m'ont contacté. Je vais vous parler un peu de ça parce qu'en fait, certains auditeurs m'ont contacté pour me dire que j'étais quand même assez confiant de me positionner sur un bien que j'ai pas visité. Et donc, j'avais envie de vous répondre aussi que, effectivement, les amis, j'ai signé un compromis sans avoir visité le bien. Mais quand vous commencez dans l'immobilier, c'est sûr et certain que c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire. D'accord? C'est pas un truc, c'est pas un geste anodin. Mais moi, c'est mon secteur. C'est mon secteur, je le connais par cœur et je sais que l'endroit où c'est positionné, c'est super bien placé. Ensuite, j'ai pas vraiment acheté sans visiter parce que j'ai quand même fait une visio. Même si on sait très bien que la visio, ça rend pas vraiment aussi bien que dans le réel, je peux le comprendre, mais au moins j'ai vu l'état global. Et l'état global, pour moi, il n'était pas déconnant. Et surtout, j'ai signé le compromis, donc j'ai signé le compromis il y a 2 jours, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez quand même le délai de rétractation derrière. Donc bien sûr, j'ai signé sans visiter, mais vendredi, juste avant d'aller signer chez le notaire l'autre affaire, je vais visiter physiquement. J'ai déjà pris rendez-vous, tout est ok. Et maintenant, voilà, si le bien ne me plaît pas, eh ben c'est pas grave, je me retire. J'ai mon délai de rétractation. Le bien me plaît, tant mieux. Il me plaît pas, bah tant pis. Maintenant, c'est pas non plus le but, mais si ça devrait arriver, eh ben c'est comme ça. Des fois, on immobilise des biens sans les acheter, et même si c'est pas sympa pour le vendeur,
bah oui, c'est pas sympa pour le vendeur, mais c'est comme ça, c'est la vie. On va pas se mettre une balle dans le pied juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc moi je trouve que effectivement, quand tu commences à investir, n'achète pas sur vidéo ou des choses comme ça. Maintenant, une fois que tu connais bien ton secteur, tu connais les rues, tu connais les agents, parce que aussi il faut que je vous dise, c'est les agents avec qui j'ai vraiment sympathisé, et je sais qu'ils vont pas me la mettre à l'envers. S'ils m'ont proposé ce bien, c'est que il avait un potentiel pour moi, d'accord? Donc voilà les amis. C'est pas quelque chose à faire quand on est en mode débutant. Maintenant voilà, je suis plus, enfin je me considère plus comme débutant. Je peux me positionner, même si voilà, j'ai quand même le délai de rétractation, ça me couvre derrière. Si je veux me retirer, bah voilà, je suis assez safe. Donc en plus je serai encore dans le dans le délai légal pour me rétracter. Donc moi il y a pas de souci de ce côté-là. Bon voilà en gros ce que j'avais à dire. Maintenant j'en profite aussi pour vous dire de noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, c'est tout nouveau. Partagez ce podcast, conseillez-le à des connaissances, partagez-le sur vos réseaux sociaux pour faire grossir la communauté. Et là j'ai envie de vous j'ai envie de vraiment vous inciter à ça, hein, parce que je vais vous expliquer pourquoi je vous demande ça. Tout simplement parce qu'avec une plus grosse communauté, je pourrais avoir des personnes à certains levels en interview sur ce podcast. Et ça m'éviterait de me prendre, ça m'éviterait de me prendre des vents lorsque je contacte des personnes. Donc j'ai contacté notamment une personne pour être interviewé sur le podcast. Et bon, il m'a gentiment répondu sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Mais en gros, il m'a expliqué que j'avais pas encore assez d'audience pour venir, pour que lui puisse venir sur le podcast. En gros, je tairai le nom parce que c'est pas du tout l'objectif. J'ai pas envie de le mettre sur la place publique et de le lyncher, pas du tout. Et je peux le comprendre, hein, vraiment, je le comprends. Peut-être qu'il a autre chose. Passer sur un podcast qui va peut-être moi m'apporter beaucoup, mais lui pas trop. Je peux comprendre que c'est pas du gagnant-gagnant, et ça je le comprends totalement. Donc n'hésitez pas les amis, partagez le podcast, vos amis, votre famille, partagez-le sur Instagram, sur des groupes Facebook, etc. Faites-le connaître. Plus on est de monde, mieux c'est, mieux je pourrais faire des choses encore meilleures. Je pourrais interviewer des personnes beaucoup plus haut level, tu vois le truc. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça prend 5 minutes de votre temps. On va tout de suite passer aux questions de la semaine. Alors j'ai sélectionné 3 questions comme d'habitude. Bonjour Anthony, j'ai une petite question pour toi. Je viens d'acquérir un logement avec une locataire en place qui loue en nu avec un loyer inférieur à ceux pratiqués normalement. 3 petites questions. Puis-je augmenter le loyer? Si elle ne veut pas passer en meublé, puis-je la forcer? C'est énorme. Puis-je puis-je lui faire un nouveau bail où elle est censée rester sur l'ancien? Ah, il n'y avait pas 3 questions, il y avait 4 questions. Puis-je lui dire de partir du logement du coup? Quel type de préavis dois-je lui donner? Merci pour tes réponses. C'est énorme. Alors, première question. Puis-je augmenter le loyer? Oui, tu peux augmenter le loyer si c'est prévu dans le bail. Et c'est seulement en fonction de l'augmentation annuelle sur la base de l'IRL. Donc ça, c'est... Tu vas pas passer je sais pas combien ton loyer, mais tu vas pas passer de 300 à 400 euros, hein, ça c'est sûr. Tu vas peut-être grappiller quelques euros. Donc maintenant, si ta question était réellement sur augmenter le loyer de manière conséquente, effectivement, la réponse est non. Deuxième question, elle ne veut pas passer en meublé. Si elle ne veut pas passer en meublé, puis-je la forcer? Eh ben, la réponse est malheureusement non, ou heureusement, hein, ça dépend de quel côté on se place. Impossible de forcer le changement de bail, que ce soit par la force ou par quoi que ce soit. Tu dois juste attendre la fin du bail et ou son départ pour faire un nouveau bail avec un nouveau locataire. Enfin, pardon, hop, avec le prochain locataire. Donc non, si elle ne veut pas passer en meublé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas la forcer, tu peux strictement rien faire, tu dois juste attendre et laisser courir le bail. Puis-je lui faire un nouveau bail où elle est censée rester sur l'ancien? Le bail fait par l'ancien propriétaire reste valide, donc automatiquement quand tu achètes un bien avec des locataires à l'intérieur, tu récupères le locataire avec le bail. Tu ne peux pas le changer.
Et dernière question, puis-je lui dire de partir du logement? Écoute, tu peux lui donner congé à la fin du bail, à moins qu'elle soit en défaut de paiement ou qu'elle n'a pas de, elle est en défaut d'assurance habitation, etc. Maintenant, lui dire de partir du logement de suite, c'est non, tu dois respecter le préavis. Si tu es en bail, donc t'es en bail nu, ça sera 6 mois avant l'échéance du bail. Et tu peux pas la faire partir pour n'importe quelle raison. Ça sera uniquement pour récupérer le logement pour toi, pour de la famille. Et il y a quelques autres critères, mais je ne m'en souviens plus. Voilà, donc sympa ta petite question. En tout cas, tu ne fais pas ce que tu veux. Deuxième question. Bonjour Anthony, j'ai une question sur le prêt bancaire avec un prêt à taux zéro. Est-il possible de présenter aux banques un projet d'achat de résidence principale afin de pouvoir obtenir un prêt de 25 ans avec un prêt à taux zéro, 0%, et une fois le crédit accordé et les fonds débloqués, changer d'avis et de faire du locatif à la place et non pas vivre dans le logement comme c'était prévu à la base. Je me pose la question si c'est faisable ou pas. Alors attention, attention, le PTZ, donc le prêt à taux zéro, est interdit pour de la location, il est principalement dû pour de la résidence principale. Donc maintenant, si tu souhaites mettre en location et que tu as obtenu ton prêt avec un taux zéro, il faudra tout simplement rembourser la somme perçue du taux zéro. Après, tu peux dire que c'est pour ta RP. Enfin, t'es pas obligé de contracter le prêt avec le taux zéro. Tu peux dire non, écoutez, je suis pas tellement intéressé par le taux zéro, enfin par le prêt à taux zéro. Donc moi, je préférais éviter d'avoir ce prêt à taux zéro. Et voilà, tu dis juste que c'est pour ta RP et tu changes d'avis après, sans souci, hein, sans souci. Donc voilà pour toi. Et dernière question, salut Anthony, merci pour le podcast. J'ai une question de débutant, désolé, mais quand on achète un immeuble ou un appart, comment tu fais pour avoir un beau rendu final en termes de déco? Je m'explique. Quand je fais appel à mes artisans, à des artisans pour de la rénovation, ils ne sont pas forcément décorateurs d'intérieur et ne vont pas me dire si c'est ok, bon, on va mettre la télé ici, tu auras plus d'espace ici, etc. Donc quand je vois la qualité de certaines rénovations sur des groupes Facebook, je me dis que je suis très très loin. Alors, moi c'est simple, tu sais comment je fonctionne? Je prends les cotes de mes appartes, je fais un petit plan assez global, hein, je te demande pas d'être hyper précis, et je fais ça sur Cozy Casa. Je pose les murs, je pose où sont les évacs, etc., etc. Et cetera. Et à partir de là, moi je fonctionne avec Pinterest, Google et des photos de décoration que je trouve sur des groupes Facebook. En général, tu sais que globalement, tu sais à peu près quel style tu vas mettre chez toi. Tu sais que, je sais pas si tu as envie de partir sur du style industriel, bah, tu sais que tu vas partir vers une ambiance industrielle. Si tu veux faire du scandinave, bah, ce sera du scandinave, un peu vert, du vert, etc., etc. Et moi, à partir de là, une fois que j'ai l'idée de déco que j'ai envie de faire chez moi, je fouille sur internet, il y a énormément d'idées. Je te dis, Pinterest, franchement, 80% 80% des idées que j'ai, elles viennent de Pinterest. Donc, ça serait clairement te mettre une balle dans le pied de ne pas utiliser ce site, parce que vraiment, c'est une mine d'or. Et alors, il y a Pinterest, maintenant, après, il y a Google, hein. Tu fouilles internet, il y a énormément d'idées. Et une fois que j'ai trouvé le style, je me retrouve sur Cozy Casa. Donc, au cas où, Cozy Casa, si vous ne le savez pas, c'est un logiciel gratuit sur Internet où vous pouvez faire vos plans directement 3D dessus. Vous pouvez mettre la déco, quelle peinture, etc., etc. Et c'est hyper sympa parce qu'après, tu peux exporter et envoyer ça à tes artisans. Comme ça, ils sont clairs et nets, il n'y a pas de bavure. Ils savent exactement où la couleur marron va, où ce carrelage-là va, etc., etc. Et bon, ça c'est la manière un peu plus gratuite, hein, d'accord? Maintenant, si tu as vraiment la flemme, sache qu'il y a des sociétés spécialisées comme Rinov qui s'occupent très bien. Franchement, le rendu de leur service est énorme. Rinov, c'est une société en gros qui s'occupe de faire des projections pour toi. Et franchement, c'est tip top. C'est tip top. Tu leur donnes juste en photo
l'appartement en question, et à partir des photos, tu leur donnes le style que tu veux, et à partir des photos, eux vont te faire la décoration, et tu vas te retrouver avec des plans super bien faits. Alors bien sûr, ça a un prix, hein, tout travail mérite salaire, mais je trouve quand même que au niveau du prix, ils sont pas dégueulasses. Il me semble, hein, à prendre avec des pincettes l'information que je vais vous donner là, mais il me semble que sur le site Rinov, une pièce, par exemple une salle de bain, ça doit coûter dans les 129 ou 139 euros, quelque chose comme ça. Franchement, je trouve vraiment pas ça déconnant au niveau du prix. Et si vraiment t'as la flemme, parce que malgré tout, Cozy Casa, ça prend du temps, on va pas se mentir. Euh, Si t'as la flemme, ou si tu n'as tout simplement pas le temps, c'est une très très bonne alternative. Donc voilà pour ta question, mon ami. On poursuit tout de suite par le sujet de la semaine. Sujet de la semaine, j'ai décidé de parler des points clés à retenir pour 2022. C'est plusieurs parties de plusieurs aspects d'investissement. On va parler d'immobilier, on va parler de bourse, on va parler de crypto et on va parler de notre argent. Premier point avec vous que j'aimerais aborder, c'est au sujet de l'immobilier. L'immobilier, j'ai noté quand même trois grandes idées. On a le télétravail qui persiste et signe. Donc on peut opter pour 2022 quand même un télétravail qui va perdurer dans le temps. On sait tous que on vit quand même dans un monde maintenant où la communication est totalement aisée, hein. Tu peux faire ça sur Zoom, tu peux faire ça sur des logiciels professionnels, etc. Et donc, la présence physique sur notre lieu de travail n'est plus nécessaire pour certains boulots, pour certains travails. La présence physique n'est plus nécessaire. Et comment ça se répercute au niveau de l'immobilier? C'est que les gens maintenant ne prennent plus leurs décisions du lieu où ils vont vivre en fonction du travail. C'est plus 100%. Avant, tu sais, quand tu voulais acheter, tu regardais quand même par rapport à ton lieu de travail, etc. Maintenant, c'est plus à 100% vrai. Maintenant, les gens commencent à regarder de plus en plus loin par rapport à l'abordabilité de la ville. Est-ce que la ville est abordable? Est-ce que c'est pas cher? Au niveau du temps, au niveau de la sécurité. Et quand je te parle aussi de, de villes abordables, j'entends en fait tout ce qui est taxe foncière, loyer ou le coût d'un logement. Tu vois, tout ce genre de choses. Les gens sont tous en train de changer on va dire un peu de mindset, pardon. Ils se disent que je peux vivre un peu où je veux. Et surtout, maintenant, je peux vivre comme, comme je peux le faire. Donc, en gros, pour moi, c'est clairement le début d'un mouvement assez gros. Ça, c'est quand même vérifié, hein. Je vous en ai parlé, il me semble. Je vous en ai parlé, il me semble. Il me semble même, tu sais quoi, que c'était un épisode des tout premiers épisodes que je vous ai fait, l'immobilier dans 20 ans, et je vous avais parlé d'une exode. Je vous avais parlé d'une exode, je m'en souviens. Et clairement, ça se vérifie. Je vous en ai reparlé en fin 2000 ou mi-2021, je sais plus trop. Je vous ai parlé de ce mouvement d'exode qui était en train d'avoir lieu. Et bon, je sais pas si on peut appeler ça vraiment une exode, hein, d'accord, mais j'en ai déjà parlé à travers les épisodes. Et moi, je trouve que quand même, c'est un point important à prendre en compte parce qu'il y a des villes qui vont émerger, il y a des villes qui ont déjà émergé, et il y a clairement un business à faire dans ces villes. Des villes avec un prix au mètre carré par exemple, on va prendre Paris, hein, d'accord. Il y a des villes comme à 2 heures de Paris avec un TGV où la demande à exposer sont passées de 1200 à 1800, 1900 euros du prix au mètre carré. Donc il y a quand même quelque chose à faire. Ensuite, toujours sur l'immobilier, on va revenir aussi sur l'offre et la demande. Je vous en ai déjà parlé, mais le concept de tout marché à l'heure actuelle est basé sur l'offre et la demande. Et en ce moment, on l'a tous vu, hein, le marché de l'immobilier, il y a de moins en moins de biens sur le marché, et c'est pourquoi les prix fondent. Et il y a une pression forte d'acheteurs et pas assez de vendeurs. Donc sur l'année 2022, moi je pense pas que ça va changer grandement. Et tant que les taux directeurs ne vont pas remonter, on restera toujours comme ça, je pense. Après, il y a quand même il y a la Fed qui a parlé il y a quelques jours, où ils nous ont dit qu'ils vont commencer à remonter
par tranches successives cette année. Il me semble 3 fois. Ils vont remonter les taux 3 fois, donc automatiquement, à un moment, ça va se répercuter sur l'Europe. Il y a la BCE qui va sûrement suivre, emboîter le pas, parce qu'ils sont jamais très loin. Donc les taux vont remonter. Donc peut-être, je dis bien peut-être, pas sûr, mais peut-être qu'on va avoir une plus grosse contraction au niveau du marché immobilier, c'est-à-dire que les gens va automatiquement, plus les prêts IMO sont faibles, enfin plus les taux d'intérêt sont faibles, et plus tu peux emprunter. Avec un salaire imaginons avec un remboursement de prêt de 500, tu es une personne standard, tu peux rembourser 500 euros de prêt euh, avec des taux d'intérêt à 1%. Bah, avec 500 euros de prêt avec un taux à 1,50 ou à 2, bah, tu pourras plus emprunter la même somme. Ça paraît logique. Donc je pense que ça va quand même, il va avoir une petite bataille un peu où les taux vont augmenter, mais le prix de l'immobilier va quand même rester assez stable jusqu'à ce que on passe au-dessus au niveau des taux et que là la pression où les gens ne peuvent plus emprunter pour le même montant. Et je pense que là après ça va décanter sur les vendeurs où on va avoir une petite baisse de prix au niveau de l'immobilier. Maintenant, je mets quand même des petits guillemets parce qu'il faut voir en fait concrètement ce que va être la politique monétaire mondiale. Est-ce qu'on va avoir une montée des taux progressive et puis on va voir que ça se grippe et on va rebaisser? Je ne suis pas devin donc je mets des petits guillemets. Donc ça c'était pour l'immobilier. L'immobilier, je pense qu'en 2022, il va quand même avoir des bonnes affaires à faire. Il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi les DPE. Les DPE, surtout en France, ils commencent à avoir un sacré problème au niveau des DPE. On va avoir de plus en plus de biens, encore beaucoup plus que ce qu'on a actuellement, de biens qui vont être mis en vente parce qu'il y a des gens là qui ont fait des travaux et ils avaient un DPE tout flingué et ils se sont rendus compte que même avec les travaux réalisés, bah, ils gagnaient une note. Et en gros, les mecs commencent tous à être dégoûtés au niveau des DPE. Alors, je suis totalement d'accord, hein. Là, je tiens à donner mon petit coup de gueule, mais la réforme des DPE, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi en fait. Imaginons, t'as un DPE non, t'as un DPE D sur un immeuble. Tu commences à le diviser, tu peux te retrouver avec un appartement qui est en DPE F. C'est dingue. C'est un truc de ouf. Je comprends pas. Leur logiciel, c'est du n'importe quoi. Clairement, c'est du n'importe quoi. Donc, moi, je pense que là, il va avoir aussi une opportunité à faire sur l'achat de logements avec un DPE euh, abusé. Il va avoir de plus en plus de biens comme ça sur le marché. Je pense que ça sera une bonne chose pour les investisseurs. Bien sûr qu'ils connaissent, qu'ils savent faire de la rénovation, etc., etc. Parce que malgré tout, je tiens à le dire, mais faire une rénovation globale d'un logement, ça peut paraître assez simple, mais ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout, il faut quand même avoir une bonne équipe, etc. Bref. Donc ça c'était pour l'immobilier les amis. On va tout de suite commencer avec la bourse. Parce que bah, vous le savez, je fais pas que de l'immobilier, j'ai aussi quelques investissements en bourse au travers des ETF et j'ai aussi un petit peu de crypto. Et c'est vrai que plus le temps passe et plus bah, moi j'investis parce que j'ai un objectif vraiment très long terme avec la bourse. Donc plus j'investis dans la bourse et juste pour info, je fais pas de trading. Au contraire, je suis un bon père de famille. J'achète et je hold sur du très long terme. Et donc moi j'investis euh, globalement et simplement juste parce que le marché, sur le long terme, le marché de la bourse, c'est un marché qui est haussier. Tu peux prendre n'importe quelle bourse du monde, tu prends de 1950 à 2021 ou 1970 si tu veux, et tu regardes. Dis-moi s'il y a une bourse qui a baissé. Non, il n'y en a pas, il y en a pas une. Il y en a pas une. Et moi j'investis parce que voilà, je suis confiant sur le long terme. Je sais que le long terme est normalement, attention, les gains passés ne prédisent pas les gains futurs, on est tous totalement d'accord avec ça. Mais pour moi, sur le long terme, le marché est haussier. Et surtout, quand on a vu ce qu'on a vu ces dernières années, surtout l'année dernière,
tu te dis que voilà, si t'es bien rentré, etc., tu pouvais déjà être hyper gagnant. Et sur une année, tu pouvais être tip top. Maintenant, il faut faire attention, parce que là, on est rentré en 2022, on voit bien que les rendements des obligations d'État, etc., bah, ça ne tient pas face à l'inflation. On a vu aussi que le marché de la bourse en 2021 a explosé et que de nombreuses personnes beaucoup plus, beaucoup plus expérimentées que moi sur la bourse pré- présagent, prédisent qu'une correction serait fortement imminente. Alors, je vais quand même nuancer la chose. Moi, je présage rien du tout. Malheureusement, certains experts prédisent un crash, mais moi, je tiens à vous dire que ces mêmes experts prédisent ce crash depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. C'est par exemple, tu vois, je vais te reprendre, je sais pas si vous connaissez Robert Kiyosaki. Je l'adore, hein, franchement, ses livres, je les trouve tip top, etc. Mais le mec, ça fait bientôt une décennie qu'il annonce qu'il va avoir une correction immense, que ça va être le crash du siècle, etc. Bon, ça fait 10 ans. Effectivement, à un moment, ils vont avoir raison. Parce que à un moment, on est obligé de reset un peu le truc pour repartir. Donc, effectivement, à un moment, on va avoir un crash du siècle. Mais bon, quand ça fait déjà 10 ans que tu cries au loup, voilà. Donc moi je présage rien du tout, je vous dis juste que effectivement les 2 dernières années ont été des années formidables au niveau de la bourse. Euh, Maintenant, si vous êtes sur du long terme, si vous avez une vision long-termiste, moi je vois pas du tout le problème d'investir dans la bourse. Maintenant, moi je fais que des ETF, donc ce qui fait que bah, je dilue aussi un peu le risque, hein. Je ne suis pas focus uniquement sur des actions. Donc voilà les amis. Est-ce que pour vous 2022 c'est une bonne année à investir dans la bourse? Moi je vous dirais oui sur une vision long-termiste. Bien sûr on met uniquement de l'argent qu'on n'a pas besoin parce que déjà de euh, un petit conseil, juste si vous n'avez pas de PEA, si vous n'avez toujours pas de PEA, actez l'ouverture de votre PEA là tout de suite. Arrêtez le podcast, vous allez sur Bourse Direct, vous créez votre PEA, vous abondez, vous mettez euh, 10, 20, 30 euros, 50 euros et vous prenez acte. Parce que si vous ne le prenez pas, en fait, pour sortir du PEA, c'est super simple. Vous sortez au bout de la 6e année, vous sortez avec quasiment aucune imposition. Donc pourquoi s'en priver? Le PEA, c'est aussi une des dernières niches fiscales qui existent pour le français. Donc faut pas hésiter. Faut pas hésiter, prenez acte sur votre PEA et investissez de manière en DCA, ce qu'on appelle le dollar cost average. En gros, vous investissez toujours la même somme tous les mois. Je vous dis pas d'investir la moitié de votre salaire. On place uniquement ce qu'on a besoin. Mais je sais pas, vous pouvez mettre 10 euros. Et ben mettez 10 euros. 10, 20, 30 euros. Mettez tous les mois, au lieu de gaspiller cet argent à aller faire un McDo ou je sais pas quoi, placez-le. Placez-le, vous allez voir, au bout un certain nombre d'années, vous avez l'effet boule de neige qui sera là, même avec un montant faible, vaut mieux mettre un petit montant que ne rien mettre du tout. Donc voilà, ça c'était pour la bourse. Maintenant, on va parler aussi un petit peu de la crypto. Bon, la crypto, vous savez, les marchés des cryptos, c'est un marché qui est extrêmement volatile. Il y a beaucoup de volatilité, notamment notamment à cause de toute cette atmosphère économique qui est un peu toxique au niveau des cryptos. Il n'y a pas de stabilité, etc., etc. Les États mettent leur nez dedans pour essayer de cadrer l'utilisation des cryptos, etc., etc. C'est en train de changer petit à petit. Les banques et les États voient quand même que bah, ils ne peuvent plus passer à côté. Et donc, ils essayent ou ils commencent à essayer de mettre des choses en place. Maintenant, on ne sait pas encore comment on va être mangé. Est-ce que déjà en France, par exemple, sur tes gains crypto, tu prends déjà la flat tax, 30%. Donc imaginons, tu as posé 10 000 sur le Bitcoin est à 30 000, tu sors avec 20 000 de plus-value, tu vas payer 30% d'impôt dessus. Est-ce que c'est tip top? Ça, je vous laisserai l'avis. Mais pour l'instant, c'est le cadre qui est un peu
mis en France. Dans tous les cas, moi je pense qu'en 2022, ça va redescendre quand même un petit peu. Je pense que on va pas avoir, je sais pas si vous suivez le marché des cryptos, mais le marché des cryptos a été quand même euh, assez pump ces 2, 3 dernières années. Moi, je pense que ça va redescendre un petit peu. Est-ce qu'on va être dans un bear market? Je sais pas. Je pourrais pas. Je suis pas devin, je suis pas Madame Irma. Moi, je pense que ça va redescendre un tout petit peu. Je peux par contre avoir tort, hein, ça c'est sûr. Mais pour moi, ça va être plus un marché qui est un marché de trading, ce que je ne fais pas. Donc, ça va être un marché où on va devoir acheter en bas, vendre haut, etc., etc. Ça a l'air simple sur le papier, mais ça l'est pas du tout, les amis. Si vous n'êtes pas formé, je ne vous conseille absolument pas de faire du trading. Mais sinon, moi, j'ai quand même la même méthode que la bourse. Moi, ce que je compte faire, effectivement, c'est que je compte remettre aussi de l'argent dessus. Mais moi, c'est du hold sur du moyen terme. Donc, au bout de 1 an, 2 ans, je prendrai mes petites plus-values, je réinvestirai, j'allouerai mes moyens de manière différente, etc. Mais je compte quand même continuer à investir sur le marché des cryptos en 2022. Et là, dernier point qu'avec vous, le dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est l'argent. C'est l'argent parce que dans les derniers épisodes, dans le troisième, non, le 2. Bref, l'épisode sur l'inflation, on a fait un gros point sur l'inflation. C'est un épisode en plus qui vous a plutôt bien plu. J'ai eu un peu plus d'écoute que d'habitude, donc ça me fait hyper plaisir. Et je vous ai fait ce podcast, cet épisode, c'est pas pour rien, parce que tout est interconnecté. L'inflation commence à monter de plus en plus haut. Elle est vraiment bien présente maintenant. Si tu l'as pas entendu, l'INSEE prévoit 3% d'inflation en France en 2022. Aux USA, on est à peu près à 8%. Donc moi, ça me paraît logique de vous dire de ne surtout pas garder d'argent sur votre compte bancaire. Surtout avec un livret A à 1%. Parce que si tu laisses 1000 euros sur ton compte et que tu laisses 1 an, tu as 1% d'intérêt. Ça veut tout simplement dire en gros que avec tes 1000 euros que tu as sur ton livret A, tu vas gagner 1010 euros. Effectivement, ça peut être aussi le début de la fortune, hein, si tu veux. Mais en gros, ça veut tout simplement dire aussi que tu as peut-être gagné 10 euros, donc tu vas te retrouver avec 1010 euros. Mais en fait, tes 1010 euros, tu auras perdu 20 euros d'inflation. Donc, pour chaque tranche de 1000 euros que tu auras sur ton livret A, tu perds de l'argent. Alors, moi, bien sûr, ce que je te recommande, c'est toujours d'avoir un certain montant en banque pour des moments où tu as une galère, mais pas trop, pour ne pas perdre bêtement ton argent. Parce qu'au début, quand je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux qui investissent, il y a beaucoup de nouveaux investisseurs, mais au début, il n'y a pas de petite économie. Il n'y a vraiment pas de petite économie. Moi, je grappillais le moindre euro que j'étais capable de mettre de côté, je le mettais de côté. Donc, maintenant, imaginons que tu as placé 20 000 euros sur ton compte. Comment tu réagirais si à la fin d'année, grossièrement, je viens et je te dis, ok, bon, tu me dois 400 balles. Comment tu le prendrais? Tu me connais pas, j'arrive, tu as placé 20 000 euros sur ton compte en banque, je viens de voir et je te dis, ok, maintenant là, tu me dois 400 balles. Tu le prendrais comment? Tu le prendrais mal? Eh ben, c'est exactement ce qui se passe sur ton compte, mais c'est totalement invisible pour toi. Parce que l'inflation, personne ne s'en rend compte, mais elle est là, elle est présente. Elle est là, elle rôde dans nos, dans nos campagnes. Je suis con, putain. Bon, les amis, c'était l'épisode du jour. J'espère que c'est un épisode qui vous aura plu. Si vous avez des choses à retenir, je vous dirais juste l'immobilier, il va y avoir des bonnes opportunités à faire. Juste attendre un petit peu, peut-être le temps de voir si les taux vont monter ou les taux vont baisser. Euh, Maintenant, à savoir que les taux, normalement, un investisseur est pas très regardant, d'accord? Si tu fais une bonne opération, normalement, peu importe le taux, ça doit être rentable. La montée de l'inflation, on en a parlé. L'offre et la demande. La bourse, continue à investir. Moi, je pense en bon père de famille, tu investis tous les mois. Vision long terme, 5, 10 ans, il y a de très fortes chances que tu fasses j'allais dire du sale, mais
que tu te fasses pas mal en bourse avec une vision long terme. La crypto, pareil. Moi, je reste quand même assez confiant, hein. Je me suis jamais caché. Je m'en suis jamais caché. J'ai confiance en la crypto. C'est un marché qui est malheureusement hyper volatile, ou heureusement, hein, ça dépend comment on se place. Mais moi, c'est pareil. J'ai une vision long terme sur la crypto. Et ton argent, n'épargne pas tout ton argent sur ton livret A, s'il te plaît. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis plein de bonnes choses, 1% chaque jour. Et à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.